Dans l'actualité de ce mardi, le flou s'installe, le débat se plante. Le limogeage de Sory Kaba exacerbe l'hypothèse du troisième mandat de Macky Sall. Que vaut la parole du chef de l'État? La Constitution est-elle suffisamment claire? La société civile réclame une clarification immédiate entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Les avis divergent, on vous explique tout dans un instant. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette alerte de l'UNICEF. Beaucoup de nos femmes perdent la vie en la donnant, sans compter les brimades et violences qu'elles subissent dans les structures sanitaires. L'organisation onusienne regrette également le fort taux de la mortalité infantile dans le continent. 500 000 nouveau-nés meurent chaque année en Afrique. Lutte contre la vente illicite de médicaments, la persistance de l'activité fait bondir les membres de la société civile et acteurs de la santé. Ils attirent l'attention de l'État sur le cas de Touba, présenté comme le terreau de la vente de faux médicaments. Les interrogations se multiplient suite au limogeage hier du directeur des Sénégalais de l'extérieur. Sory Kaba serait victime de son épanchement sur le thème de l'éventuel troisième mandat de Macky Sall, malgré l'omerta que le chef de l'État a intimé à ses camarades de parti à ce propos. Le débat s'impose et vous allez le voir, l'opposition et la mouvance présidentielle ne parlent pas forcément le même langage. Mame Biram Diouf et Pape Sango Dembaye. Il ne veut surtout pas en rajouter une couche, question technique complexe pour lui. En tous les cas, Abdoulaye Wilane a l'ingéniosité d'éviter tout commentaire qui pourrait, peut-on dire, gêner. Je vous renvoie à la Constitution, parce que c'est la charte fondamentale du pays qui régit, organise et ordonne notre commun de vie commune. Donc, j'ai fait mon second mandat de 5 ans. Ce n'est que 7 plus 5. Une déclaration que la députée libérale prend toujours avec des pincettes et d'ajouter qu'un troisième mandat pour le président Macky Sall ne passera pas. On peut tous s'attendre avec Macky Sall. Depuis le débat de ces 5 ans-là, moi je ne suis plus confiant. Mais attendre que M. Kaba fasse une déclaration de ce genre pour le limoger, à mon humble avis, c'était pas galant de la part du président de la République. D'autres priorités préoccupent les Sénégalais. Le travail en cours va permettre d'atteindre tous les objectifs. Ce qui m'intéresse, c'est le mandat, c'est-à-dire le pourquoi de l'élection, reconduction du président Macky Sall. Ce qu'il doit faire avec les équipes qui le secondent pour réaliser et mettre en œuvre des politiques publiques à même de garantir la satisfaction des Sénégalais et l'émergence de notre pays. Le débat sur un troisième mandat au pas du président Macky Sall au devant de l'actualité, un sujet qui fait naître autant de passion. Et Mame Biram, la société civile pointe d'ores et déjà ces flous, précisément le clair-obscur de la Constitution, laissant la porte ouverte à toutes les interprétations qui varient selon son camp politique. Ces acteurs de la société civile demandent des correctifs pour clore le débat. Tout de suite et maintenant, Aminata Mbaresso et Youssou Baro. En octobre 2017 déjà, la société civile avait posé le débat des interrogations relatives au flou qui entoure un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par exemple? Clairement, juridiquement, nous savons tous que par exemple, avec le flou qui entretient cette disposition-là, il peut bel et bien être candidat en 2024. C'est un flou. Et en matière de droit, nous savons tous que, par exemple, quand il y a un flou, c'est sujet à toutes les interprétations. Pour rendre les choses beaucoup plus claires dans la Constitution sénégalaise et éviter au Sénégal le syndrome du troisième mandat, la société civile tranche pour des dispositions transitoires. On peut prendre une loi constitutionnelle, insérer des dispositions transitoires dans la Constitution et clore définitivement ces débats-là. Les dispositions transitoires on peut dire que le premier décompte, le premier mandat de 7 ans fait partie du décompte des 2 mandats du président. Des retouches dans le texte fondamental du pays qui pourraient clore le débat
et permettre au Sénégal de suivre l'exemple réussi de certains pays voisins. Prenez récemment le cas de la Mauritanie. Malgré tout ce qu'on dit, le président Aziz a respecté les deux mandats. Il a organisé les élections, il n'était pas candidat. Le président Issoufou également du Niger a réitéré de manière très forte ses prédispositions à ne pas être candidat. Au Bénin, le président Yahi Boni a fait ses deux mandats, il est parti. Dans beaucoup de pays africains, le troisième mandat est devenu un syndrome, occasionnant souvent des manifestations et une tension. C'est le cas en Guinée-Conakry actuellement. Au Sénégal, le débat est posé, mais la véritable réponse pourrait venir du président de la République, principal concerné. Merci Aminata. Dans tous les cas, cette agitation rappelle des pages sombres de l'histoire politique et de la démocratie sénégalaise. Beaucoup redoutent le syndrome du Wahet à tort ou à raison. Le commentaire est signé Ibrahima Kane. Qui aurait cru que l'idée d'un troisième mandat pour le président Sall serait agitée après sa sortie le 31 décembre 2018? Recevant une partie de la presse lors de la dernière Saint-Sylvestre au palais présidentiel, le chef de l'État avait clos le débat. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Si je suis réélu, ça veut dire que je fais un mandat. Donc, si j'ai fait mon second mandat de 5 ans. Je n'ai que 7 plus 5. Il faudra partir. À moins d'un revirement à 360 degrés ou d'un wahwahet, le chef de l'État ne doit pas se soustraire à l'obligation de tenir parole. Mais aujourd'hui, la question est plus qu'agitée dans les rangs de la mouvance présidentielle, égard à celui ou celle qui tente d'écarter une éventuelle candidature Sall en 2024. M. Sori Kaba en a fait les frais. En politique, il ne faut jamais dire jamais, en ce sens que celle-ci ne porte jamais de grossesse, mais accouche tout de même. Un adage qui semble se confirmer quand on connaît les intentions claires affichées par le camp présidentiel, même si rien d'officiel pour le moment. Vouloir se représenter pour un troisième mandat est à la fois contradictoire et irrespectueux envers le peuple sénégalais. Comment peut-on défendre ce que l'on a combattu hier avec les citoyens avant d'être porté au pouvoir? Comme disait l'autre, il faut être de mauvaise foi ou machiavélique pour oser le faire. La modification de la Constitution n'était-elle pas sous-tendue par la volonté de limiter le mandat présidentiel? Même si d'aucuns estiment que le chef de l'État peut briguer un troisième mandat après interprétation de la Constitution, l'esprit de celle-ci ne saurait accepter une telle incongruité. Merci Ibrahima, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Vous l'avez peut-être remarqué, ces communiqués du gouvernement sans en-tête et même des fois sans aucune auréole officielle, ces communiqués à la va-vite irritent certains spécialistes qui doutent des fois de l'authenticité de certains documents qui émanent pourtant des services de l'État. Ibou Diouf, Diafaraba. Malgré la montée en puissance des réseaux sociaux, le communiqué de presse reste un outil important pour les médias. Mais comment établir à travers ce document une relation de qualité et de confiance entre la source et le journaliste? Le communiqué aussi, s'il est bien rédigé, répond à une certaine forme, répond aux questions de référence. Quand on écrit un communiqué, on doit répondre aux questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Le communiqué est destiné au public, mais avant le public, c'est destiné à la presse. Donc la presse doit pouvoir trouver, en tout cas, toutes les informations qui sont utiles. Comment rédiger un communiqué de presse efficace? Quelles sont les astuces à ne pas négliger? Pour un communiqué, on doit d'abord identifier l'origine. D'où vient le communiqué? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est vraisemblable l'information qu'on donne? Est-ce que c'est signé? Je pense que tout cela, on doit pouvoir retrouver ça dans un communiqué. Si on ne retrouve pas ça dans un communiqué, ça pose un problème. Le téléphone, il y a un email et tout ça. Le journaliste, s'il n'a pas toutes les informations, il peut se référer par exemple à ce numéro de téléphone. Pour ce professionnel des médias et formateur CESTI, cette école de formation met ses étudiants dans les dispositions nécessaires pour la maîtrise de cet art. On apprend à écrire une brève, à écrire un filet, et puis à écrire une nouvelle. Je pense que écrire une nouvelle, écrire une brève, écrire un filet,
Si vous pouvez le faire, vous pouvez faire normalement un communiqué. Le communiqué de presse demeure un outil puissant dans cet arsenal de communication de la presse et malgré l'effet des techniques de l'information et de la communication, dès lors, ce document doit respecter certaines normes pour aider les journalistes d'abord à maîtriser l'information avant de relayer le contenu dans la presse. Voilà qui est clair et beau. Et puis retenez que ce mardi, les députés ont ratifié les listes des membres des commissions permanentes, des commissions qui sont passées désormais de 11 à 14 suite à la modification de la loi du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En Afrique, près de 135 000 femmes meurent en donnant la vie. Selon l'UNICEF, 500 000 nouveau-nés décèdent aussi chaque année dans le continent. L'organisation onusienne s'inquiète des violences faites aux femmes enceintes et aux bébés dans les centres de santé. Un forum régional consacré à l'expérience des soins pour les mères, les nouveau-nés et les enfants s'est tenu à Dakar ce matin. Maguette Soare Diallo et Youssou Baro pour le compte-rendu. L'Afrique de l'Ouest enregistre le ratio le plus élevé au monde en mortalité maternelle et néonatale. Selon les chiffres de l'UNICEF, malgré les efforts consentis par les États africains à l'instar du Sénégal, le mal persiste toujours. 135 000 femmes meurent encore chaque année en donnant la vie. 135 000 femmes, c'est d'autant et en fait bien plus d'orphelins dont on sait que le taux de survie est fortement diminué. Quel droit à la vie garantit-on face à près de 580 000 nouveau-nés qui décèdent chaque année et autant de morts? L'État du Sénégal s'est fait une idée des risques. Le ministre de la Santé évoque la défaillance de la qualité des soins proposés. Les facteurs limitants ont pour nom insuffisance du maillage de notre pays en structures de soins obstétricaux et néonatales d'urgence, déficience relativement significative de la qualité des soins et des services. 90% des femmes accouchent dans des centres de santé. Ces femmes sont souvent victimes de violences. Les nouveau-nés sont aussi concernés par ce fléau. La violence dans les établissements de santé était non seulement courante, mais en fait largement répandue. Les femmes sont souvent, bien trop souvent, blâmées dans leur souffrance, mais aussi du décès de leurs enfants. Que les nouveau-nés sont également victimes silencieuses de divers types de violences dans les établissements de santé, certains identiques à ceux subis par leur mère. Ce forum régional consacré à l'expérience des soins pour les femmes et les nouveau-nés, des recommandations à perspective, des échanges pour une meilleure prise en charge à travers des soins prénatals de qualité. Restons justement dans le domaine de la santé pour en venir à ce cri d'alarme. Des membres de la société civile et des experts s'inquiètent de la persistance du fléau de la vente illicite de médicaments. Selon eux, les autorités doivent redoubler les efforts aux fins d'anéantir le phénomène, surtout à Touba. C'est un sujet d'Aïssatou Gueiba et Lamine Mandian. Il tue encore. Les médicaments de la rue sont toujours un fléau au Sénégal. Au niveau mondial, ils continuent de faire des ravages. Des membres de la société civile et experts tirent la sonnette d'alarme pour une meilleure approche de la problématique de vente illicite de médicaments. Les médicaments de la rue, les faux médicaments existent partout, dans les marchés, dans les loumas, ils existent partout, dans la rue, à Touba, un peu partout. On en parle ici dans le séminaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Médicaments qui constituent quand même un danger pour la santé des populations. Un remède qui est censé renforcer la santé d'une personne. Toutefois, à l'heure actuelle en Afrique, ce n'est pas le cas. Un médicament sur 4 est de la contrefaçon. 50% des médicaments qui passent par Internet sont des faux. Quand on regarde dans nos pays africains, on peut dire que 25% des médicaments sont des faux médicaments. Et on peut pousser la réflexion pour voir qu'au niveau de l'Afrique, c'est surtout les antipaludins, c'est surtout le sildenafil. Les faux médicaments posent problème et entraînent la mort des populations. En ce qui concerne la ville de Touba, une zone où la vente illicite de médicaments reste dense, Dr Maïn Ndiaye en appelle à la responsabilité des autorités. Le camion qu'on a pris à Touba Belel, c'était 1,4 milliard de francs CFA. Tarir les sources. Qui tarit les sources? C'est la gendarmerie, c'est la police, c'est la douane. Qui est la douane et la gendarmerie? C'est l'État. Donc c'est une volonté politique.
La vente de faux médicaments persiste au Sénégal. Plus de rigueur sur l'adoption de la convention Médicrine s'impose pour enfin criminaliser ce fléau. Merci Aïssatou. Être sur le tracé du lac de Guiers ne garantit pas forcément un approvisionnement correct en eau potable. Beaucoup de villages situés au nord de la commune de Kor-Momarsar sont confrontés à un manque d'eau malgré leur proximité avec le lac de Guiers. Dans ces localités, les populations vivent un véritable calvaire pour trouver le liquide précieux. C'est un reportage de Tchernofal. Nous sommes au nord-ouest de Kor-Momarsar dans le département de Louga. Dans cette zone, les villageois rencontrent beaucoup de problèmes, mais leur principale préoccupation est le manque d'eau potable noté dans plusieurs villages. Ces villages sont Kër Ibra Binta, Barebante, Gonale, Kër Balla, Mbediom, Belogne, Thieli, Kër Samwouli. Les populations sont très fatiguées. Pour trouver le liquide précieux, ces villageois, la plupart des éleveurs, éprouvent d'énormes difficultés. Selon eux, dans toute cette zone, il n'y a que 2 bornes fontaines pour satisfaire la population et le bétail. Il n'y a que 2 bornes fontaines fonctionnelles pour toute la population, sans compter le bétail. C'est vraiment insuffisant, vu la demande d'eau qui est très forte. Et le comble, c'est que nous habitons à quelques kilomètres de l'usine de Kër-Momarsar. Au-delà des problèmes d'accès à l'eau potable, dans cette partie de l'arrondissement de Kër-Momarsar, les villages sont enclavés et l'absence de structures sanitaires vient s'ajouter sur la liste des doléances de la population. Nous sommes très fatigués. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. La zone est enclavée. Nous demandons la construction de la piste qui devait traverser la localité pour aller jusqu'à Pal. De Kër-Momarsar en passant par le village de Samwouli jusqu'à Mbarebante et ses environs, dans toute cette zone, les villageois ont les mêmes préoccupations. Il s'agit du manque d'eau potable, de l'enclavement de la localité, l'absence de structures sanitaires et d'établissements scolaires. Merci Tierno. Des éleveurs et agriculteurs des communes de Malicounda et Nguéniène dénoncent l'expropriation de la forêt classée de Balabougou. Ils accusent le maire de Sandiara, qui n'aurait que 10 hectares dans la forêt, d'octroyer 1216 à des étrangers. Ces habitants de Malicounda et de Nguéniène demandent au président Macky Sall de ne pas signer le décret de déclassification de la forêt. Ils étaient face à la presse, Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des éleveurs et agriculteurs des communes de Malicounda et Nguéniène disent non à la déclassification de la forêt de Balabougou. 1216 hectares pour les remettre à des privés pour des cultures dont on ne sait pas l'intérêt. Alors que nous savons que cette forêt-là, c'est un régulateur social, puisque il sert de refuge pour les éleveurs, mais aussi des milliers de familles y vivent pour l'agriculture. L'octroi à des partenaires privés ouvre la porte à tous les dérapages possibles. Il évite les conflits entre éleveurs et pasteurs, éleveurs et agriculteurs. Ces habitants de la zone accusent le maire de Sandiara, Serigne Diop, dont la commune n'a qu'une partie minime de la forêt, de vouloir imposer sa loi. Sur les 1216 hectares, je suis sûr et certain que la commune de Sandiara n'a pas plus de 15 hectares. Ces agriculteurs et éleveurs interpellent le chef de l'État, Macky Sall. Nous attirons encore une fois l'attention du président de la République, parce qu'il y a une réunion qui est prévue demain mardi. Donc la Commission nationale se réunit. Et après approbation donc de cette réunion, le seul responsable maintenant à signer, c'est le président de la République. Nous lui demandons d'écouter sa population. Nous lui demandons de ne pas signer ce papier-là. Ces habitants des communes de Malicounda et Nguéniène comptent utiliser tous les moyens pour lutter contre la déclassification de la forêt de Balabougou. Et le ministère de l'Élevage et des Productions Animales a entamé en partenariat avec les collectivités territoriales dans le cadre du projet Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. En atelier de formation à Toubab Dialaw, le ministère vise à mettre en place dans chaque collectivité territoriale des relais pour accompagner le chef de poste vétérinaire dans l'exercice de ses fonctions. Suivons là-dessus Ndaï Safietou Diop, conseillère technique au ministère de l'Élevage. Au sortir de l'atelier, ces formateurs vont identifier des relais. Après identification, renforcer leurs capacités
Et c'est un effectif de 2800 relais qui est ciblé à travers le pays. Ces relais seront choisis au niveau des communes. Et le ministère, ce sera le deuxième partenariat que le ministère aura à nouer avec les collectivités territoriales, parce que dans le cadre de l'autosuffisance en moutons, avec le projet IMAM, nous travaillons avec les collectivités locales. Et pour prendre maintenant en charge tout ce qui est défi au sein du ministère, le REDIC nous appuie pour vraiment choisir ces relais et les mettre à la disposition des populations. À Kolda, des intempéries ont engendré des dégâts matériels dans certains quartiers périphériques de la commune. Plusieurs bâtiments sont effondrés. Les victimes demandent de l'aide. À côté de ces effondrements, le cas des maisons abandonnées pose un vrai problème de sécurité, nous dit Abdoulaye Diallo. Des maisons abandonnées sont nombreuses à Kolda et elles constituent un réel danger pour leurs riverains. Là derrière, où vous voyez, c'est une maison délabrée, abandonnée depuis plus de 40 ans. C'est le repère des voyous, des chiens errants et toutes sortes de reptiles qui sont à l'intérieur. J'étais allé au niveau des autorités compétentes pour déclarer que la maison, il y a des trucs de banditisme qui se faisaient à l'intérieur et qui incombaient sur la sécurité des riverains. L'effondrement de ce bâtiment a failli provoquer le pire chez la victime. Mais maintenant, malheureusement, ce malheur m'est tombé dessus. Vous voyez que le mur est tombé dans ma maison. Il a détruit une partie de ma maison que nous n'arrivons pas à mettre en cul. Nous sommes obligés de le réparer et on n'aura pas de préjudice. Et là, le mur continue sur deux autres maisons. Les voisins immédiats. Le mur risque de tomber à tout moment. Et là, si le bâtiment tombe sur l'autre côté, c'est des chambres habitées. Au quartier Ndiobène Ilel, où plusieurs bâtiments et cases sont effondrés, cette dame est parmi les victimes. Sama nek dafa daanu dama bëggoon tëdd ci guddi ñëw ubbi buntu bi nek bi daanu te amu fu may tëdd taw ndox bi moko daane waaw ndox taw bi moko daane ndox taw bi moko daane. Si la première victime interpelle la protection civile pour la démolition de ces maisons abandonnées, l'autre et ses camarades victimes demandent de l'aide pour la reconstruction de leur toit. Merci Abdoulaye. Et puis dans le sud, le président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, GPRC, a déclaré à Youtou, dans le département de Ziguinchor, que lors de 2 rencontres qu'ils ont eues avec le MFDC en Guinée-Bissau, celui-ci s'est engagé avec à un cessez-le-feu pour aller vers des négociations de paix en Casamance. Seulement, le MFDC aurait sollicité également le GPRC pour l'aider à se réunir afin d'aller à la table des négociations. Suivant là-dessus Robert Sagna. C'est d'abord les populations qui nous ont invités à ce forum. Mais avant de venir ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été appelés à une rencontre en Guinée-Bissau par le MFDC. Et le MFDC nous a déclaré sa volonté d'aller véritablement à la paix, à la cessation de le feu, au dépôt des armes. Et on demandait au GRPC de les aider à pouvoir s'organiser pour aller à des négociations sérieuses, mais qui s'engageaient eux à cesser le feu et à engager un processus de négociation pour aller à la paix. C'est donc en Guinée-Bissau que ça s'est passé, dans un village qui s'appelle Achinka. Nous y avons été 2 fois pour les rencontrer. C'est cela qui a motivé également notre choix pour venir parler avec les populations du Sud. Nous avions déjà envisagé cela dans nos programmes. Ça a été renforcé par cette nouvelle situation de l'initiative que le MFDC a prise. Et c'est pour ça que cette rencontre est importante. Et vous aurez noté la participation de nos compatriotes, disons, des villages environnants, mais également la participation des villages de Guinée-Bissau. Kagi Kegama était présent. Ce qui a, à mon avis, contribué à un dialogue. Restons justement à Ziguinchor avec ce taux de remboursement des financements de l'ADER. Ziguinchor en tête de peloton, la région de Ziguinchor sort du lot quant au taux de remboursement des financements de la délégation à l'entrepreneuriat rapide DER. Ziguinchor est en effet en tête avec seulement 14% de financement non remboursés. L'annonce est faite dans la région par le délégué général de l'ADER au sortir d'une réunion du comité régional de développement
développement. Les propos de Papa Amadou Sarr sont recueillis par Boubacar Diassi. Ziguinchor a pu absorber 155% de l'enveloppe qui lui était destinée, qui est passée de 700 millions à 1,1 milliard. C'est extraordinaire. La deuxième chose aussi, on a vu un peu le débat qu'on a eu sur les 4P. Ziguinchor est loin devant toutes les régions, avec seulement 14% d'impayés. Donc ce qui veut dire que c'est une raison qui est doublement méritante et ce qui m'amène à dire que pour les perspectives, elles sont bonnes. Et comme l'a demandé le gouverneur, je suis persuadé qu'avec les nouveaux programmes qu'on va mettre en place, notamment dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation des produits halieutiques et agricoles et l'artisanat, nous allons mettre 2 à 3 milliards dans la région de Ziguinchor. C'est le lieu de remercier le gouverneur et tous les préfets pour dire vraiment je suis très content d'être ici à Ziguinchor aujourd'hui. Et puis sachez que vous pouvez désormais écouter RFI en Peul et en Manding. Ces rédactions sont implantées ici à Dakar, une étape de plus dans l'attachement à l'Afrique de la radio du monde, selon la patronne de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, interrogée par Ndeichaba Aliba. Pour moi, la francophonie, ça n'est pas une langue, le français à l'exclusion des autres, mais c'est une langue en échange permanent avec toutes les autres. Dans l'ordre des priorités, on a choisi des langues transnationales. Vous voyez, on a commencé aussi avec, en Afrique de l'Est, le Kiswahili. On a parlé aussi le Haoussa qui est parlé dans plusieurs pays. Et là, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, on s'installe à Dakar avec 2 langues qui sont transnationales sur de très grandes régions. Chacune de ces langues compte 40 millions de locuteurs. En Wolof, vous avez un paysage très riche déjà au Sénégal et donc peut-être que vous avez déjà accès à une grande richesse d'informations dans votre langue maternelle. Donc, mais pour autant, comme une langue c'est aussi un signe de fraternité et d'amitié, on a le rêve de produire le magazine Alors on dit quoi, qui est le magazine qu'on fait en français, en mandinkan et en peul. On voudrait aussi le décliner en wolof avec des jeunes africains. C'est aussi un projet qu'on a en s'installant ici. Fenêtre sur le monde, l'actualité internationale essentiellement marquée par le sommet Russie-Afrique et le jugement des responsables du Front national, du Front de défense de la Constitution en Guinée. C'est un récit de Daniel Diouf. En Guinée, 5 responsables du Front national de défense de la Constitution condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. En jugement rendu ce mardi, lors de son réquisitoire, le procureur avait demandé 5 ans de prison ferme pour 7 des 8 prévenus. Les responsables du FNDC étaient poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public. Des faits finalement requalifiés par le président du tribunal en provocation directe à un attroupement non armé par des écrits et des déclarations. Entre autres personnes condamnées, Abdourahmane Sano, ancien ministre et figure de la société civile guinéenne, il écope d'1 an d'emprisonnement et puis sont condamnés à 6 mois ferme le chanteur Bill de Sam, le leader du ballet citoyen Sékou Koundouno et Mamadou Baïlo Bari de l'ONG Destin en main. Au Tchad, un incident survenu au palais de justice la semaine dernière a suscité la colère des hommes en toge qui ont convoqué une assemblée générale pour dénoncer de très nombreuses ingérences dans le cours de la justice. Les magistrats en avaient gros sur le cœur contre le parquet et la chancellerie qu'ils accusent d'avoir libéré des personnes condamnées, des libérations illégales orchestrées selon eux par le ministre de la Justice. La position sociale prime aujourd'hui sur le droit, selon eux. À l'origine de la colère des juges, la décision des autorités judiciaires de ne pas mettre en prison un officier condamné jeudi dernier à 2 ans de prison ferme. Le sommet Russie-Afrique s'ouvre ce mercredi dans la ville de Sotchi. 47 États africains attendus. La Russie qui est en phase de préparer son grand retour sur le continent africain. Dans un entretien diffusé lundi par l'agence TASS, l'agence de presse d'État, Vladimir Poutine s'est exprimé sur les enjeux de cette rencontre. Il déclare, je le cite, « Nous sommes en train de préparer et de réaliser des projets d'investissement avec des participations russes qui se comptent en milliards de dollars », a-t-il souligné. Plusieurs présidents africains sont déjà en terre russe. La Russie attend de ce sommet une occasion pour Moscou et l'Afrique de renforcer leur coopération économique et sécuritaire. Plusieurs accords économiques et partenariats seront signés. Enfin, en Bolivie, l'opposition a lancé un appel à la grève illimitée à partir de ce jour, après un revirement dans les résultats partiels de la présidentielle.
donnant Evo Morales vainqueur au premier tour. Un appel à la grève illimitée lancé par une organisation de la société civile qui regroupe des représentants des quartiers, des commerces, des transports et des chefs d'entreprise. Merci Daniel. Et puis dernière note de cette édition, un mot de sport. La première journée du championnat national de motocross a eu lieu au Lac Rose. Jérémy Menento en catégorie senior, Moussa Arezoni en catégorie junior sont les premiers lauréats de la saison 2019-2020. Compte rendu, Cher Sadibou Diarra et Amadou Ba. Jérémy Menento et Moussa Arzoni, premiers vainqueurs du championnat national de motocross, saison 2019-2020. Sur le parcours du Lac Rose, Menento a remporté la course en catégorie senior devant 16 concurrents. J'ai réussi à battre Stéphane, même s'il a vraiment bien roulé aujourd'hui, donc je suis vraiment content d'avoir pu gagner. J'ai su que j'avais gagné les 2 premières manches, je savais que si je faisais derrière lui, j'aurais pu gagner à 3ème, donc je préférais assurer plutôt que de prendre des risques et tomber après. Chez les juniors, Moussa Arzoni, 13 ans, devant 3 concurrents et conquis le public. À la première manche, j'ai fait de mauvais départs, mais je les ai tous rattrapés. À la deuxième manche aussi, vers la moitié, j'ai raté aussi mon départ. Après, vers le milieu du temps, j'ai tout rattrapé. Et la troisième manche, ça s'est très bien passé. Une première journée très disputée et sans incident, une satisfaction. On a pu faire la course avec 4 ou 5 juniors, je crois. Voilà. Et chez les seniors, c'était une course parfaite. Et ça a été une belle bagarre jusqu'à la fin. Bon, la prochaine course, ça va être 4 heures. C'est les 4 heures habituelles, 4 heures de course non-stop. Mais ça va être par équipe de 2 pilotes. C'est au cours du mois de novembre que va se dérouler la deuxième journée du championnat national de motocross de la saison. Menento et Arzoni auront certainement plus à faire pour sortir encore vainqueurs. Merci, cher. Vous en saurez peut-être plus dans votre superbe magazine Automag avec DBJ. C'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré. Vous recevez le journaliste Cher Yerim 5. Merci bien.